Oui, bonjour Alfredo. Donc, merci beaucoup de participer à nos 14e rencontres. Et donc, tu vas nous parler un petit peu de la source andine des mémoires utopiques européennes. Donc, c'est intéressant de voir qu'on puisse avoir quelques racines, je dirais, venant d'Amérique latine. Vas-y. Bien. Merci Dominique pour cette invitation à la 14e rencontre. Donc, je vais vous parler de ce thème annoncé par Dominique, la source andine des mémoires utopiques européennes. Bon, comme vous vous en doutez, le thème est assez vaste et il est évident que en 20 minutes ou 30 minutes, il est impossible de développer comme il le faudrait ce thème qui demande des développements historiques assez conséquents. Donc ici, je vais juste vous présenter l'idée générale de cette source andine, de quelle manière elle a contribué à la construction de mémoires utopiques européennes. Et puis, je vous présenterai quelques points, quelques analyses, quelques éléments constitutifs de cette mémoire utopique, seulement quelques éléments particuliers qui sont peut-être particulièrement significatifs. Donc tout ça, cette recherche, je l'ai développée dans un livre qui vient de paraître en Amérique latine, donc en espagnol, sous le titre « La mémoire utopique de l'Inca Garcilaso, communalisme andin et bon gouvernement ». Il y aura une version française, a priori, en février prochain. Bien, alors avant de commencer, de vous présenter cette idée générale, il faut quand même dire un mot sur cette notion de mémoire utopique. Qu'est-ce que j'entends ici par mémoire utopique? Première chose à voir, dans l'expression mémoire utopique, il y a ce mot utopique, utopique, on voit un nom utopie. Alors nous allons prendre ici, pour aller très vite, nous allons prendre ce terme utopie dans le sens développé il y a déjà un certain temps par un auteur que je considère très actuel à maints égards. Il s'agit de Karl Mannheim. C'était un sociologue connu comme l'un des fondateurs de l'étude sur la sociologie des intellectuels, la sociologie des idées, généralement. Karl Mannheim, qui a été lui-même repris, en fait, cette thèse sur l'utopie ont été reprises plus récemment et plus près de nous par Paul Ricoeur dans son livre « L'idéologie et l'utopie ». Le livre de Mannheim de 1929 s'intitule « Idéologie et utopie ». Et d'ailleurs, les thèmes de Mannheim, repris ensuite par Ricoeur et d'autres, s'inspirent en grande partie d'un texte également assez oublié aujourd'hui, de quelqu'un qui était poète et à la fois révolutionnaire et qui a été tué, assassiné lors de la République des Conseils de Bavière. Je pense à l'anarchiste Gustav Landauer. Dans son livre « La Révolution », Landauer est un des premiers, sinon le premier, à élaborer une réflexion théorique sur l'utopie. Donc, aller un peu au-delà des usages littéraires ou quotidiens ou politiques de ces termes. Alors, chez Mannheim, déjà préfiguré par Landauer, et chez Mannheim, chez Ricoeur, l'utopie indique un type de rapport que nous avons, les humains, un type de rapport que nous établissons avec un ordre établi, avec un état de choses sociales, politiques, culturelles. Un type de relation, on pourrait dire aussi une attitude par rapport à un certain état de choses. Ce type de rapport se caractérise, selon les descriptions de Mannheim, par
une signification critique de rupture, de démantèlement des formes idéologiques, sociales, politiques et autres qui organisent le social, qui organisent la vie ensemble. Donc l'utopie a une dimension critique de torpiller, c'est une expression traduite en français, une expression de Mannheim, une production utopique se distingue, selon sa théorie, d'une conception idéologique par le fait que l'utopie torpille. Donc, le propre de l'utopie, c'est de torpiller, c'est de remettre en question, de démanteler, de déconstruire quelque chose qui est là et qui est considéré comme un état de choses naturel ou normal ou absolu. Donc, c'est le propre de l'utopie. Et donc, l'utopie, vous voyez qu'ici, le mot utopie a quand même une certaine proximité avec un certain aspect de la pensée de Marx. D'ailleurs, Mannheim faisait partie de l'école de Francfort, de la première école de Francfort, donc de la tradition de la théorie critique. Et donc, il y a une marque, une présence théorique marxienne assez visible dans sa pensée. Donc, l'utopie, après ce que je viens de dire, n'est pas considérée ici, nous n'allons pas, en tout cas, la considérer ici, comme, dans le sens un peu grossier du terme, comme un rêve, comme une illusion, le sens vulgaire du mot. L'utopie, c'est l'illusoire, c'est quelque chose qui n'est pas vrai, qui n'est pas scientifique, c'est une simple fiction, un produit de l'imagination débordante des poètes ou des artistes. Donc, ce n'est pas dans ce sens-là que nous prenons le mot utopie. L'utopie est une production sociale qui joue une certaine fonction sociale, qui existe dans toutes les sociétés, selon Mannheim, c'est une fonction sociale de critique de ce qui est. De critique de ce qui est, mais en même temps de proposition. Donc, quelque chose qui est caractéristique de l'utopie, telle qu'elle est décrite par Mannheim, c'est cette force de proposition, cette force d'imagination. Une démarche utopique est une démarche qui imagine, qui ouvre des possibles face à un état des choses qui est jugé intolérable ou qui est jugé insupportable du point de vue humain, du point de vue de la vie en général. L'utopie imagine, propose des orientations nouvelles, de manière de vivre, de manière d'être les uns avec les autres, de manière de produire, etc., différentes. Donc, il y a ces deux dimensions, critique et de proposition, d'imagination, d'alternative. Donc, quand nous allons parler de mémoire utopique renvoie à tout ce que je viens de dire. Puis, il y a l'autre mot, mémoire utopique. Alors, nous prenons ici mémoire dans le sens le plus classique, dans le sens qui a été étudié notamment par quelqu'un comme Hallwachs, la mémoire comme une construction sociale. C'est quelque chose qui est historique et qui est fait et défait en permanence par les sociétés. Et c'est quelque chose de collectif. C'est pas, la mémoire n'est pas quelque chose de purement individuel. Il y a des mémoires personnelles, évidemment, mais la mémoire dont nous allons parler ici, c'est une mémoire sociale, une mémoire qui est produite socialement et qui a trait à ce que je viens d'indiquer, à savoir que faire avec ce qui est donné, avec un ordre institué, avec un ordre établi qui est jugé intolérable ou insupportable. Donc la mémoire a cette dimension critique et en même temps une dimension d'accueil et de recueil des expériences de ceux qui nous ont précédés.
ceux qui nous ont précédés ont vécu également des états des choses jugés insupportables, intolérables du point de vue humain et du point de vue du vivant. Face à ces états des choses, nos prédécesseurs ont imaginé des alternatives. Ils ont critiqué, ils ont lutté, ils ont essayé de modifier cet état de choses. Eh bien, en faisant cela, ceux qui nous ont précédés nous transmettent des savoirs qui sont des savoirs pratiques, des savoirs qui ont une dimension politique et culturelle très forte. Pour donner un exemple ou une référence théorique, on peut évoquer le concept d'économie morale chez l'historien anglais Edward Palmer Thompson, l'auteur de cet ouvrage magnifique, la construction de la classe ouvrière en Angleterre. Donc, Thompson développe dans ce livre et dans d'autres recherches qu'il a faites ce concept d'économie morale qui est un concept qui dit ce que je viens d'évoquer rapidement, à savoir la transmission de génération en génération, la transmission de savoirs qui ne sont pas des savoirs purement théoriques. Ça peut comprendre évidemment aussi des savoirs théoriques, mais c'est essentiellement au départ des savoirs pratiques, c'est-à-dire des savoirs qui concernent l'agir, donc l'action, ce que nous faisons face à cet état de choses que nous considérons insupportable et intolérable. Donc, mémoire utopique, dans ce sens-là. Un dernier adjectif qui apparaît dans le titre, mémoire utopique européenne. Bon, il est certain que ces mémoires utopiques, telles que nous venons de les évoquer, et nous pouvons deviner que sous ce terme de mémoire utopique, on peut trouver toute une série d'expériences comme celle qu'on a évoquée tout à l'heure dans la conférence précédente, l'histoire du coopérativisme, notamment le coopérativisme tel qu'il a été pensé au XIXe siècle, qui commençait à être pensé comme une alternative, comme une voie, une réponse face à cet état de choses insupportable. Donc le coopérativisme, c'est une de ces mémoires, une de ces expressions de cette mémoire utopique. De même, la pensée de Marx, la pensée de Fourier, la pensée de Proudhon, la pensée de Bakounine. Donc, il y a toute une série de productions sociales, politiques, qui sont inventées, imaginées au XIXe siècle notamment, et qui sont héritières d'éléments très complexes qu'on ne peut pas développer ici. On peut renvoyer par exemple à des travaux comme ceux de Henri Desroches sur les sources de l'idée du socialisme en Europe, où l'on trouve par exemple des sources qui proviennent de l'Antiquité grecque, par exemple au niveau mythologique, le mythe de l'âge d'or, au niveau philosophique, certains passages de Platon, notamment sur la communauté des biens, etc., notamment aussi des expériences de législateurs comme Solon, comme Lycurgue aussi dans la Grèce antique. Donc il y a ces sources-là. Il y a le christianisme aussi, qui est une des sources. Il y a des écrits de Engels, par exemple, très intéressants, où il décrit assez bien cette inscription de l'idée du socialisme moderne dans la mémoire du socialisme, du christianisme, notamment du christianisme dit primitif, le christianisme des origines, basé sur des idées et des pratiques de fraternité, donc basé sur la fraternité. Donc il y a une multiplicité de sources extrêmement diverses et complexes. Il y en a une dont on ne parle pas, ou dont on ne parle très peu. On a pu parler un peu à une époque, mais de manière très superficielle, très rapide. Il y a une source oubliée, entre guillemets,
qui est pourtant fondamentale. Je vais essayer de montrer en quoi elle est fondamentale. C'est une source andine qui vient des Andes, de la région des Andes, et plus particulièrement qui est transmise à travers l'expérience Inca, le système économique et social mis en place par les Incas avant l'arrivée des envahisseurs européens. Un système qui, d'ailleurs, s'enracine dans des mémoires beaucoup plus anciennes, qui vont bien au-delà des Incas, des mémoires communales qui sont millénaires et qu'on trouve dans des divers peuples qui ont occupé les Andes depuis l'actuelle Colombie jusqu'au Chili. Donc, ce n'est pas quelque chose de simplement Inca. Les Incas sont déjà des héritiers de quelque chose. Alors, quand est-ce que cette mémoire utopique andine arrive en Europe et comment? Comment elle arrive et quand? Alors, bien sûr, il y a au départ des chroniqueurs, les chroniqueurs espagnols comme Acosta et d'autres qui ont été témoins, qui ont vu certaines choses et qui les ont décrites. Donc, c'est une des sources. Mais il y a une source fondamentale qui est celle de l'Inca Garcilaso de la Vega. L'Inca Garcilaso de la Vega c'est le premier écrivain qui s'auto-identifie comme indien, qui est publié en Europe. Il s'agit notamment des commentaires royaux sur le Pérou des Incas. Bon, le titre est beaucoup plus long, mais c'est un abrégé. Dans les commentaires royaux, publiés en 1609, l'Inca Garcilaso décrit, dans ce livre 5 des commentaires royaux, décrit l'organisation sociale et économique de la société ancienne des Incas. Il décrit notamment ce qu'il nomme le bon gouvernement, une notion qui est très présente dans la pensée politique de l'époque, le bon gouvernement des Incas. Un bon gouvernement qui est bon parce qu'il s'oriente vers le bien commun, vers la réalisation d'un bien commun. Et qu'est-ce que c'est que le bien commun tel qu'il est décrit par l'Inca Garcilaso dans ce fameux livre 5? Eh bien, c'est essentiellement un système de justice sociale, de justice redistributive. Un système, je ne peux pas entrer évidemment dans les détails, il y a 2 chapitres dans ce livre pour décrire ça, parce que c'est assez complexe, mais de manière très succincte, disons que tout ce système redistributif, tout ce système de justice sociale est basé sur la propriété communale, c'est-à-dire sur l'existence d'un domaine de propriété communale, parce qu'il y avait d'autres modes de propriété, pas de propriété privée, ça n'existait pas chez les Incas, mais il y a d'autres modes de propriété. Et puis, il y a une forme de propriété qui est communale, en fait, on traduit en espagnol, en français par communal, qui renvoie au commun, peut-être avec un C majuscule, ou à la communauté, comme on traduisait avant. Mariátegui, au XXe siècle, parle de communauté, pour traduire le terme quechua ayllu. Le ayllu, qui est une structure sociale basée sur des liens de parenté et tout ça, mais qui possède en commun la terre, et qui distribue la terre chaque année en fonction des besoins. Par exemple, si au cours d'une année, une famille a grandi, s'il y a plus d'enfants, eh bien, l'année d'après, le conseil du commun, de l'AIU, va redistribuer la terre. Ils ont même créé, les Incas, une unité de mesure qui est extrêmement intéressante, très singulière, le tupu, une unité de mesure de la terre, qui n'est pas, comme par exemple,
hectare ou 1 km². Ce sont des mesures purement géométriques et purement abstraites. Dans le toupou, il y a l'idée de l'humain qui est présent. Donc, on mesure la Terre, mais en intégrant l'humain. Pour aller vite, un toupou, c'est la superficie nécessaire pour l'entretien d'un être humain, pour qu'un être humain puisse vivre dignement comme un être humain. C'est ça, un toupou. Donc, chaque année, on redistribue les toupous en fonction des besoins. Comme je vois que nous n'aurons peut-être pas le temps, on peut l'indiquer déjà, dans le livre, nous développons ce point. Cette idée fondamentale qui a marqué l'idée socialiste et communiste et anarchiste, communiste au sens très large, au XIXe siècle, l'idée du communisme comme un système dans lequel, régi par le principe à chacun selon ses besoins et de chacun selon ses capacités ou selon ses possibilités. Ce principe qui était un principe directeur dans le communisme tel qu'il était compris au XIXe siècle en Europe, ce principe prend l'une de ses sources chez l'Inca Garcilas, chez l'expérience des Incas. Et quand on suit la trace, la généalogie, on voit que l'un des premiers à systématiser l'idée, bien avant Marx, c'est Cabé, Étienne Cabé. Alors, Étienne Cabé était un grand lecteur de l'Inca Garcilaso et il cite, notamment dans Voyage en Icarie, il cite l'Inca Garcilaso. Il dit par exemple, je vais vous lire un petit extrait à ce propos, c'est décrit en 1842. Quand l'Amérique est découverte en 1492, on trouve un immense empire de 1300 lieues d'étendue, le Pérou, dans lequel, depuis plus de 400 ans, on pratique l'égalité de fortune et la communauté des biens, dans lequel, il cite un autre philosophe français de l'époque, Robinet, dans lequel on ne vit jamais ni fainéant, ni voleur, ni pauvre, ni mendiant. Ça, c'est repris textuellement d'un chapitre de l'Inca Garcilaso, des commentaires royaux, d'un chapitre qui s'intitule « Il n'y avait ni pauvre, ni mendiant ». Donc, Cabé était un grand lecteur de l'Inca Garcilaso et il reprend cette idée selon laquelle l'ordre social juste est un ordre qui prend en charge la vulnérabilité de l'être humain, le besoin de l'être humain, les besoins pour vivre, tout ce dont nous avons besoin pour vivre, et qui donc ne laisse personne dans l'abandon, dans l'indifférence. Et c'est vrai, les historiens contemporains, les anthropologues, ont pu établir que dans la société inca, effectivement, il n'y avait pas de famine. Donc, ce problème qui était récurrent en Europe à l'époque était un système, en fait, c'était un cataclysme chronique. Il y avait des millions d'Européens qui erraient sur les routes. Et ce phénomène s'aggrave après les enclosures, donc à partir des enclosures, donc là, ce mouvement de clôturement de terres communes, de terres communales. Donc il y a des millions de gens qui meurent de faim, en France, en Allemagne, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Allemagne, en Espagne, partout. Et ce sont ces Européens-là qui connaissent ce problème social. Donc, ce sont les Européens qui s'intéressent à ce type de problème, qui s'intéressent à l'œuvre de l'Inca Garcilas. Un exemple, Baudouin, Jean Baudouin, c'est le premier qui traduit en français, en 1633, les commentaires royaux de l'Inca Garcilas. Baudouin dit clairement dans l'introduction, une sorte d'avant-propos à la traduction,
Il dit pourquoi, il se justifie, pourquoi j'ai choisi de traduire cet ouvrage bizarre en français. Alors, il dit en un mot, c'est parce qu'on trouve un modèle de société bien organisée. On peut dire avec mes mots, mais c'est à peu près ce qu'il dit. C'est un modèle qui devrait inspirer nos gouvernants ici en Europe. Il faut lire des passages, mais bon, on n'a pas le temps. De même, on trouve la même chose chez un autre traducteur, le deuxième grand traducteur en français, c'est au siècle suivant, au XVIIIe siècle, c'est Dalibard, qui en 1744 propose une nouvelle traduction, et lui, il est encore plus explicite. Il traduit vraiment cet ouvrage pour des raisons politiques. Il y a une dimension politique qui est très claire. Alors, j'ai évoqué le XVIIIe siècle, le siècle d'Alibard. Eh bien, ce XVIIIe siècle est un siècle qui connaît, en France en particulier, plus que dans d'autres pays européens, qui connaît un intérêt énorme pour les Incas, et tout cela à travers l'œuvre de l'Inca Garcilas. Dans presque tous les domaines de la culture, donc en philosophie, dans la pensée politique, dans l'art, le théâtre, la musique, la peinture, en littérature, partout, on trouve au XVIIIe siècle des productions qui font référence au Pérou des Incas décrit par l'Inca Garcilas. Par exemple, bon, Voltaire en a parlé, Quesnay, physiocrate, il a écrit un petit article, en fait, un fascicule, c'est plus qu'un article, un petit fascicule sur l'économie des Incas. Et puis, quelqu'un comme Marmontel, comme Graffigny, Françoise de Graffigny, qui est un des grands noms de la littérature française de l'époque et de la pensée française et du féminisme. Elle a également lu l'Inca Garcilas. Et puis surtout, Étienne Gabriel de Morelli. Étienne Gabriel de Morelli, qui est décrit par des historiens comme Soboul, par exemple, un historien communiste français, qui est décrit par Soboul comme l'un des précurseurs de l'idée du socialisme en Europe. Morelli a écrit au XVIIIe siècle 2 ouvrages fondamentaux. L'un qui est peut-être le plus connu, c'est le droit de la nature. Et l'autre, c'est la Basiliade. La Basiliade, qui est un récit utopique au sens littéraire du mot, le genre utopique qui existait déjà depuis un certain temps et qui s'inspire de Thomas More, bien sûr. Il écrit son propre roman utopique, La Basiliade, et dans ce roman, Morelli cite les Incas. Là, je ne me prive pas du plaisir de vous citer ce texte de Morelli. Il dit que le poème, ce poème de fiction qu'il a imaginé, ce poème, je cite, prouve la possibilité d'un système qui n'est point imaginaire, parce que tout le poème décrit une société régie par la communauté des biens, qui est opposée à un autre type de société, qui est celui des îles flottantes. Et le titre, c'est La Basiliade ou le naufrage des îles flottantes. Les îles flottantes sont des sociétés capitalistes. Quand on lit les descriptions qu'il fait de ces sociétés qui vivaient dans les îles flottantes, qui finissent par naufrager dans un cataclysme épouvantable, on voit qu'il s'agit bien du capitalisme. Donc, il oppose la propriété privée et la communauté des biens. Et pour commenter, plus que commenter,
pour donner une assise historique, pour lui donner une sorte de base empirique, pour montrer que ce n'est pas seulement une construction de son esprit, comme chez Thomas More, par exemple. Morelli écrit ceci. Le poème prouve la possibilité d'un système qui n'est point imaginaire, puisqu'il se trouve que les mœurs des peuples que gouverne Zaizimin, c'est le bon roi d'une société régie par la communauté des biens, ressemblent à peu de choses près à celles des peuples de l'Empire le plus florissant et le mieux polissé qui fut jamais. Je veux parler de celui des Péruviens. À l'époque, au XVIIIe siècle, le mot Pérou et péruvien décrit le monde des Incas, décrit le Tahuantinsuyo, qui était, certains appellent l'Empire, ce n'est pas vraiment un empire, mais certains décrivent l'Empire Inca, qui était effectivement une construction politique extrêmement complexe. Donc, ça c'est au 18e. Ensuite, le 19e, là je vous indiquais quelques repères, quelques éléments de cette mémoire historique. On voit à chaque fois comment les lecteurs français s'approprient des commentaires royaux pour y puiser des arguments et des éléments pour construire ici des projets alternatifs à l'ordre social existant, compris, senti comme injuste, comme profondément injuste. Au XIXe siècle, là, je n'ai peut-être pas le temps de développer, on peut citer juste deux noms et peut-être deux courants. Rosa Luxembourg, je cite simplement, mais je ne vais pas mentionner le texte de Rosa Luxembourg. Disons simplement que Rosa Luxembourg a lu très attentivement l'Inca Garcilaso de la Vega, et une chose qui est intéressante chez elle, c'est sa conception de la mémoire que j'appelle utopique. C'est-à-dire l'idée que les idées sociales et les projets de société ne sont pas une invention ex nihilo qui part de zéro, qui tombe du ciel, mais c'est quelque chose qui vient de très loin et dont nous sommes les héritiers. Autrement dit, construire un ordre alternatif signifie toujours entrer dans une mémoire, assumer une mémoire, se réapproprier une mémoire. Donc, Rosa Luxembourg en Europe, parmi d'autres, et en Amérique latine, José Carlos Mariátegui, qui est connu comme l'un des penseurs le plus important, de mon point de vue, c'est le plus important dans l'histoire du XXe siècle en Amérique latine. Et même, je pense qu'on pourrait dire jusqu'à présent. Donc, dans ce XXIe siècle, je n'ai pas trouvé une œuvre équivalente à celle de Mariátegui. Donc, Luxembourg, Mariátegui. Il y a aussi le courant de l'indigénisme, un courant très important, notamment au Pérou et dans d'autres pays andins. Il y a aussi l'anarchisme des années 20, qui a été le courant social le plus important au Pérou, comme dans d'autres pays d'Amérique latine, dans les années 10, 20 et 30. Dans toute cette mémoire, on trouve ces traces. Bien, donc je vais m'arrêter là. Juste pour récapituler tout ce que je viens de dire, je reviens sur le point évoqué à partir de Luxembourg. Il y a dans cette réappropriation que nous pouvons faire aujourd'hui de la mémoire utopique de l'Inca Garcilaso, non seulement la redécouverte d'éléments d'une expérience sociale extrêmement riche qui aide à penser aujourd'hui, comme elle a aidé à penser au siècle dernier ou bien avant. Il y a des éléments qui nous aident à penser, mais qui sont restés dans l'oubli. Pourquoi? C'est certainement lié à ce préjugé européocentriste et certains pourraient dire néocolonial ou postcolonial, qui marque une grande partie de l'historiographie européenne. Il suffit de lire un peu les histoires du socialisme pour se rendre compte de cette réalité. Donc, il y a eu cet oubli.
Alors, on gagne à redécouvrir ces choses-là, mais aussi il y a comme un appel, comme un rappel à nous éveiller, peut-être à nous réveiller par rapport au passé, par rapport à la valeur du passé. L'idéologie capitaliste a quelque chose de fondamental qui vraiment, à mon avis, c'est un des éléments, des principes de base de tout son système de pensée, c'est un rapport au passé comme quelque chose de dépassé. Ce qui compte, c'est le présent et l'avenir en tant que l'avenir est rapporté au présent, c'est-à-dire à cet impératif d'appropriation privée et accumulative des biens produits socialement. Donc le passé, c'est à quoi ça sert le passé? Donc c'est pas rentable d'ailleurs le passé. À quoi ça sert? Eh bien, nous sommes habitués, y compris dans des milieux qui prétendent offrir des alternatives à l'ordre existant, nous sommes habitués quelquefois à penser le passé comme quelque chose de dépassé. On n'a rien à apprendre du passé, ce sont des choses vieillottes. Ce qui compte, c'est le présent, ce qui peut nous donner la technologie et la science contemporaine, et puis tous les autres savoirs, on peut les évacuer. Eh bien, cette relecture de Inca Garcilaso peut nous éveiller à nous aider à prendre conscience à cette dimension temporelle qui est fondamentale du point de vue de la pratique et de la théorie. Agir sans passé, penser, théoriser sans le passé, c'est quelque chose, de mon point de vue, d'assez problématique et en tout cas, ça ne semble pas pouvoir nous aider à sortir de cet état de choses insupportable et intolérable où nous vivons aujourd'hui, tant en France qu'ailleurs dans le monde. Bien, merci. Merci Alfredo. Bravo. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir, Vincent? Moi, je me pose une question, peut-être sans réponse, mais j'ai l'impression, à entendre ce que je viens d'entendre, que le mouvement zapatiste pourrait ne pas être tout à fait étranger à cette source andine. Bon, je n'irai pas jusqu'à la source andine, probablement, mais bon, il faudrait faire une recherche. Pas directement. Pas directement, en tout cas. En tout cas, ils partent de leur propre mémoire, parce que ce communalisme andin dont j'ai parlé n'est pas quelque chose de purement andin. C'est une structure sociale et économique caractéristique des différentes cultures. Et il faut savoir qu'elles sont très, très différentes, les cultures qu'ont trouvées les envahisseurs sur le continent. Malgré leurs différences, elles ont quelque chose en commun, toutes, à savoir un mode communal d'appropriation de la terre et d'organisation du travail et de redistribution des fruits du travail. Donc, les zapatistes s'inspirent de traditions qu'on peut trouver chez les peuples de la Mésoamérique, très anciens, bon, les Mayas, bien sûr, les Olmèques, les Toltèques, les Zapotèques, les Aztèques et d'autres. Dans toutes ces cultures, il y avait des formes de propriété communale et de redistribution. La différence peut-être avec le Pérou, c'est que les Incas, c'est un point extrêmement intéressant que j'essaie de développer dans un des chapitres du livre, les Incas ont créé un État, en fait, un État pas au sens européen du terme, disons, mais ils ont construit quand même un pouvoir politique centralisé, même hyper centralisé, dont la capitale était Cusco, au Pérou. Ils ont donc créé cet État. La mise en place de cet État a eu des conséquences au niveau
de la mémoire communale. Les Incas ont imposé des règles nouvelles, certaines règles nouvelles, notamment des règles qui les favorisent, qui favorisent les Incas et surtout qui favorisent l'élite Inca. Car il y a aussi des inégalités chez les Incas. Donc, évidemment, ce n'est pas le modèle c'est pas le pays de cocagne. Donc, il ne s'agit pas de penser les choses de cette manière-là. Mais malgré ces distorsions que l'arrivée des Incas et la mise en place du pouvoir Inca ont apporté à la tradition communale, malgré ça, les Incas ont été, comment dire, habiles, politiquement, intelligents, ou ils avaient simplement le sens des réalités. En tout cas, et certains anthropologues le signalent, s'ils parlent souvent de l'intelligence politique des Incas, ils n'ont pas prétendu, comme l'ont fait les Espagnols, ils n'ont pas prétendu effacer complètement la tradition communale ou la mettre absolument à leur service, selon leurs intérêts. Donc, ils détournaient des excédents du travail social, évidemment, il y a de l'exploitation, mais cette appropriation de cet excédent se fait à l'intérieur de certaines limites politiques et morales qui sont les limites du bon gouvernement, ce que l'Inca Garcilaso appelle le bon gouvernement. Autrement dit, à la différence du capitalisme, y compris aujourd'hui, et surtout peut-être aujourd'hui, où il n'y a pas de règles. Donc c'est ça, le néolibéralisme, c'est essentiellement ça. L'histoire du capitalisme, c'est ça, c'est l'affranchissement permanent, régulier, des règles de toutes sortes, juridiques, politiques, morales, religieuses, qui marquaient des limites à l'exploitation et à la déshumanisation des humains. Eh bien, le capitalisme balaie tout ça. C'est un des aspects caractéristiques de son mode de fonctionnement. Les Incas ont évité ça, ils n'ont pas fait ça du tout. Donc, ils ont établi un savant équilibre, comme disent certains chercheurs, un savant équilibre entre le communal et l'étatique, en préservant l'essentiel de l'ordre communal, notamment en préservant les domaines de propriété communale qui sont inaliénables. L'Inca Garcilaso le souligne très bien. Inaliénables à tel point que l'Inca c'est le roi, si vous voulez, l'empereur entre guillemets, même l'Inca n'a pas le droit de s'approprier des terres communales. Il n'a pas le droit d'y toucher. Imaginez le contraste avec l'Europe de l'époque. L'époque du XVIe, du XVIIe siècle. Finalement, l'oubli, il y a donc fait quand même des apports à la fois dit que bon, on retrouve certains auteurs, des traductions, etc. On n'entend pas la question qui se pose. Ils disent qu'on n'entend pas la question. Un plus fort. Oui, je disais, la forme d'oubli qu'il y a pu y avoir, nonobstant la transmission qu'il y a pu y avoir chez un certain nombre je disais simplement qu'il y a eu une forme d'oubli. Bon, toi, tu nous dis qu'il y a eu une forme de transmission, y compris donc, chez vos ancêtres Luxembourg, etc. Et moi, ma question, c'était de savoir si finalement, ces écrits n'ont pas été quand même un peu inclus, pour le coup, dans l'orientalisme, une façon dont
effectivement, les sociétés occidentales, il y a eu une espèce de mode autour de ces sociétés anciennes. Alors, ça va de Rousseau, qui nous fait un panorama un peu idyllique des communautés, jusqu'à Chateaubriand, qui nous raconte les merveilles de la société des Indiens d'Amérique. Et donc, voilà, ma question était, est-ce que finalement, même ces apports dont tu signales l'aspect positif n'ont pas été finalement complètement noyés dans des aspects de valorisation, mais l'Occident, quelque part, se donne toujours la part belle. Oui, c'est ça l'ethnocentrisme, justement. L'européocentrisme, c'est ça. C'est se donner la part belle. Tout ethnocentrisme, quel qu'il soit, c'est ça, c'est se donner la part belle. Oui, deux choses. Dans le livre, je le développe aussi. Il y a aussi un développement sur la question. Cette lecture qui se fait notamment au XVIIIe siècle, et notamment en France, mais en Italie, il y a aussi des grands noms comme Carli qui dans ses lettres, qui développe ces aspects dans le cadre d'une nouvelle pensée politique. Tous ces éléments ne relèvent pas de ce que toute une critique littéraire, à mon avis assez paresseuse, appelle le bon sauvage, le mythe du bon sauvage. C'est d'ailleurs une tactique pour évacuer l'apport, donc ce qui est dit, ce qui est transmis par cette mémoire. C'est le mythe du bon sauvage. Donc, il y a notamment un historien alsacien, bon, je n'ai pas le nom ici, qui présente les auteurs français et italiens ou autres qui se réapproprient de manière créative la mémoire utopique de l'Inca Garcilaso. Il les nomme, ces auteurs, enfin, il les décrit comme des imbéciles, tout simplement des imbéciles qui croient au bon sauvage. C'est ça, ce sont des naïfs. Eh bien, dans le livre, nous développons que ça, c'est une manière, c'est un discours qui va dans le sens des intérêts du capitalisme. C'est une manière d'évacuer la question, c'est une manière de dire non, je n'y prête pas attention. Le bon sauvage, c'est imaginé par des rêveurs ou par des imbéciles. Alors, dans le livre, je développe ce point. Je développe pourquoi? Parce que, disons, personnellement, ça ne m'intéresse pas beaucoup, mais politiquement, j'ai dû le faire. Parce que, effectivement, souvent, je tombe sur ce type de réaction qui vise à considérer cette mémoire comme quelque chose finalement d'inexistant, comme une pure fiction. Donc, on ne s'intéresse pas. Donc, il n'y a pas d'oubli finalement parce qu'il n'y a rien à retenir, il n'y a rien à mémoriser. C'est une simple fiction. Alors, j'ai dû donc aborder ça. Il y a un chapitre où j'aborde cette question, où il y a deux parties. L'une, c'est ce que j'appelle les récits sur le bon gouvernement, ou les récits du bien commun. Et l'autre, c'est les données sur le bien commun ou sur le bon gouvernement. Dans le premier chapitre, le récit du bien commun, je reconstruis assez en détail ce que nous dit l'Inca Garcilaso dans ce fameux livre 5 à propos de l'organisation sociale et économique et la justice redistributive chez les Incas. Donc, c'est le récit de l'Inca. Et dans l'autre chapitre, les données du bien commun et du bon gouvernement, je passe en revue ce que l'anthropologie et l'histoire nous apprend à partir du 19e siècle notamment sur l'organisation sociale et politique et économique des Incas.
donc, ce que l'anthropologie contemporaine, donc, du 19e siècle, 20e siècle et jusqu'à nos jours. Qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? Qu'est-ce qui a pu être établi scientifiquement, entre guillemets, à propos de ce récit sur le bon gouvernement qu'on trouve chez l'Inca Garcilaso, mais aussi chez des chroniqueurs espagnols? Eh bien, l'essentiel de ce qui est raconté par l'Inca Garcilaso est confirmé par les recherches modernes et contemporaines. L'essentiel. Pas tout. Il y a des choses qui relèvent effectivement de la fiction, quelque chose, qui sont d'ailleurs inessentielles, qui sont des choses de détail, des choses secondaires. Mais l'essentiel, qui concerne le principe à chacun selon ses besoins, etc., et surtout la description des institutions économiques et sociales qui font que ce principe-là, à chacun selon ses besoins, est effectivement une réalité mise en place. Donc, ces questions-là sont confirmées par la recherche contemporaine. Alors, dans ta question, il y a aussi là un point important. Quand je parlais de préjugés qui marquent cette réception, les préjugés européocentriques, je parlais de l'historiographie essentiellement, c'est-à-dire l'écriture de l'histoire, ceux qui écrivent de l'histoire. Dans l'édition française, à la différence de l'édition en espagnol, il y aura quelques différences, je consacre un chapitre à la question, justement parce qu'elle s'adresse à un public européen essentiellement. C'est chez les historiens, notamment les historiens du socialisme, des gens comme Jean Ellenstein, Soboul, bon, il y a Droz, qui a écrit un ouvrage monumental, il y a des choses très intéressantes. Hubert, je crois, je ne me souviens plus très bien de son prénom, Droz, avec un Z. Dans tous ces écrits, qui ont par ailleurs des choses assez méritoires, on ne trouve pas vraiment un mot sur le Pérou des Incas. Dans l'histoire en plusieurs tomes du socialisme de Droz, il y a un article rédigé par Soboul, l'historien communiste Soboul, qui est le seul qui fait référence à l'influence de l'Inca Garcilaso chez Morelli. C'est le seul. Allenstein, le nom Inca Garcilaso n'apparaît même pas dans son histoire du socialisme. Et dans d'autres histoires du socialisme, c'est la même chose. Le nom n'apparaît même pas. Ou alors, s'il apparaît, bon, Soboul a ce mérite-là d'avoir vu qu'il y a un lien et de le mentionner, mais en même temps, il y a toute une série d'erreurs. Il se trompe quand il indique la date de l'édition de la traduction française et même de l'édition originale en espagnol. Bon, c'est un thème qui n'a pas étudié vraiment, donc il y a quelques erreurs. Mais c'est marginal, c'est une notation purement marginale. Donc c'est pourquoi il y a une tâche, je pense, pour les historiens en Europe, une tâche politique et scientifique fondamentale, qui est une tâche de réécriture de l'histoire et de réécriture dans une perspective qui prenne une distance critique par rapport aux préjugés qui font qu'on se fait la part belle, comme tu dis, qui font que traditionnellement, quand on écrit l'histoire, on se réserve la part belle pour soi. On en a tout inventé, on a tout fait, tout vient d'ici. Donc, il y a là une tâche qui est à la fois scientifique, parce qu'il s'agit d'établir des connaissances plus vraies, plus justes, plus appropriées, plus adéquates par rapport à la réalité historique, et en même temps une tâche politique, car elle implique une critique des aspects, des éléments d'européocentrisme qui marquent, par exemple, la pensée
marxiste, la pensée anarchiste et toutes les pensées sociales du 19e siècle. Ce n'est que très récemment qu'au sein du marxisme comme au sein de l'anarchisme, on trouve un début de relecture. Donc un souci de voir les choses de manière un peu plus équilibrée, un souci de s'ouvrir un peu à l'autre. Qu'est-ce que l'autre a dit et qu'est-ce qu'il peut nous apprendre aujourd'hui encore et qu'est-ce que nous lui devons aussi au niveau de ce que nous considérons comme des acquis pour nous aujourd'hui. Et cet intérêt nouveau, ce frémissement qu'on voit chez certains historiens aujourd'hui, dans certaines pensées critiques, a quelque chose à voir, bien sûr, avec l'émergence de mouvements un peu partout dans le monde qui dénoncent l'oppression culturelle et les hégémonismes culturels et qui, en même temps, essayent de penser l'héritage de la colonisation, non seulement dans la société colonisée, anciennement colonisée, que dans la société colonisatrice, c'est-à-dire les études qu'on appelle post-coloniales. Bon, on peut discuter beaucoup sur ce terme, mais dans les études post-coloniales, on peut trouver quand même un certain intérêt pour montrer où il y a des éléments d'injustice culturelle et d'oppression culturelle et d'oubli, entre guillemets, qui sont des actes politiques. Ce n'est pas un oubli parce que j'ai oublié, comme j'oublie mon parapluie, c'est un acte politique. On oublie parce que je me réserve la part belle. Monsieur Gomez, une question qui vient de votre écran, s'il vous plaît. Ça vient de l'écran. Voilà. Ah oui. Oui, bonjour. Une demande, une remarque et une question. La demande est simple. Pourriez-vous épeler le nom de l'auteur des commentaires royaux? Parce que je parle un tout petit peu espagnol, mais je ne sais pas l'écrire. Et donc, pourriez-vous simplement nous l'épeler? La remarque, c'est que il vient de paraître, alors je ne l'ai pas lu, mais j'ai vu 2 articles à ce sujet. Un livre de David Gruber et David Wengrow qui s'appelle Au commencement était une nouvelle histoire de l'humanité et qui va tout à fait dans le sens de ce que vous venez d'exposer, où ils vont rechercher dans des sociétés, y compris mésopotamiennes, de nouvelles formes d'organisation qui sont généralement complètement passées sous silence. Et donc, ça me semble vraiment aller dans ce sens-là et je serais curieux de voir ce livre. Et la question est la suivante. Vous nous avez parlé du Tupu comme unité de mesure de la Terre intégrant les besoins humains. Je pense que c'est un concept terriblement, terriblement terrible. Voilà, est-ce que vous pourriez nous donner davantage de précision à ce sujet? Mais d'abord sur le nom de l'auteur des commentaires royaux, s'il vous plaît. Oui, alors c'est l'Inca, donc et l'apostrophe avec un article. Oui. I-N-C-A, Inca. Oui, oui. Plus loin, Garcilaso, G-A-R-C-I-L-A-S-O, Garcilaso. Et plus loin, D-E, La, L-A, plus loin, Vega, V-E-G-A, Garcilaso de la Vega. L'Inca Garcilaso de la Vega. Voilà, ça y est, maintenant c'est écrit, j'irai chercher les choses sur le net. Les commentaires royaux. Très bien. En fait, dans mon livre qui va apparaître en février en français, en fait, le titre va être inversé. Ce sera Communalisme andin et bon gouvernement, la mémoire utopique de l'Inca Garcilaso. Donc là, vous trouverez des développements sur cela. Alors oui, David Graeber, effectivement, c'est un des grands noms qu'on peut citer à ce propos, oui, aujourd'hui, un des témoins de cet éveil des consciences, de cette ouverture d'esprit, dont on peut trouver des antécédents bien avant, en anthropologie par exemple, chez Clastres, chez Pierre Clastres, qui est d'ailleurs un des auteurs qui a marqué la pensée de Graeber, David Graeber.
Alors, sur le tupu, oui, effectivement, c'est quelque chose de tout à fait remarquable. Donc, ça mériterait aussi des études plus poussées, plus développées. Nous développons un peu le thème dans le livre, mais bon, ça mériterait un livre entier parce que c'est quelque chose d'extrêmement singulier. Alors, le tupu, bon, le mot tupu est employé par Inca Garcilaso ainsi que par d'autres auteurs, des écrivains, des auteurs, des chroniqueurs espagnols. Donc, ce n'est pas une invention de Inca Garcilaso. D'ailleurs, dans les dictionnaires, dans le livre aussi, nous les citons même, les dictionnaires, les premiers dictionnaires de langue quechua espagnole et langue aymara espagnole du XVIe siècle, les premiers dictionnaires faits par des jésuites, le mot tupu apparaît déjà, ce qui est assez intéressant. Tupu a plusieurs significations aussi. Ça peut signifier aussi une broche, les broches, une sorte d'épingle qu'utilisaient les femmes dans la société inca pour faire tenir leur châle. Une fibule. D'utiliser un tupu. Une fibule. Mais c'est dans un autre sens. Alors, le tupu au sens d'unité de mesure. C'est la base. Nous ne savons pas exactement à quoi ça correspond. Et il y a des débats. Il y a un anthropologue états-unien du XXe siècle, Rowe, qui a essayé de traduire cette superficie en termes occidentaux et rigoureux et exacts et précis et immuables, donc en mètres carrés. Ça correspond à combien de mètres carrés? Donc, le principe de base, c'est celui que j'ai évoqué. Donc, le tupu, c'est l'unité de mesure qui permet de mesurer la superficie de la Terre nécessaire pour l'entretien d'une vie humaine. Donc, s'il s'agit d'un couple, donc notamment des jeunes qui s'installent, d'ailleurs, quand les jeunes s'installent, le ayllu, la communauté, leur construit leur maison. Donc, ils arrivent, ils entrent en société, ils entrent dans le monde du travail avec quelque chose. Le social, la communauté, le ayllu, leur a construit une maison. Ils ont leur maison. Je parlais de ça à mes étudiants à Tours et je leur disais, qu'est-ce que vous penseriez si quand vous allez entrer dans le marché du travail et on vous donnait une maison, hein? Bon, donc s'il s'agit d'un couple, de tupu. Pour les enfants également, soit un tupu, soit un demi-tupu, selon si c'est un homme ou une femme. Bon, il y a aussi tous ces éléments qui traduisent aussi des formes de domination patriarcale, évidemment, qui existaient aussi à l'époque. Alors, Rowe a essayé donc de traduire cela en mètres carrés. Mais déjà, au XXe siècle, il y a d'autres anthropologues qui ont discuté cette thèse cet effort de Rowe qui n'est pas arrivé à rien de concluant. Il a essayé de le faire, mais il ne trouvait pas le moyen de le faire. Et les autres anthropologues et historiens aussi disent que effectivement, on ne peut pas le faire avec ces critères qui sont des critères purement occidentaux, au sens d'une certaine conception du savoir et de la connaissance qui est hégémonique en Occident, qui n'est pas la seule, mais qui est hégémonique aujourd'hui encore en Occident, et qui se caractérise en gros par la présence de ces aspects de l'abstrait, l'abstraction, et de l'universel. D'ailleurs, l'universalité est rattachée à l'abstrait. Donc, ces historiens ont répondu à Rowe, votre démarche ne peut pas aboutir parce que vous voulez aboutir à quelque chose d'universel et de général. Voici un tupu, c'est cela. Comme on dit, un mètre carré, c'est ceci. Un hectare, c'est ceci. Un point, c'est tout. Chez les Incas, c'est très différent.
alors là, la chose se complexifie. Et là, ça devient encore plus merveilleux, peut-être, comme tu disais. La superficie nécessaire pour vivre. D'accord. Mais ces superficies sont variables. Il y a des terrains plus ou moins fertiles, des terrains où la terre est plus dure, des terrains mieux irrigués. Alors, les Incas tenaient en compte ces critères-là. Est-ce que la terre est trop dure? Est-ce que l'accès à l'eau est plus ou moins difficile? Donc, ça faisait partie du calcul pour la redistribution du toupou. Et encore plus remarquable, nous sommes dans les Andes. Donc, vous imaginez un peu, donc une grande cordillère avec des sommets de jusqu'à 6000 et quelques mètres d'altitude. Il y a des formes de vie humaine, en fait, des installations humaines, des habitats humains, jusqu'à un peu moins de 4000 mètres, pas plus. Donc, il y a des paliers de température. Plus on monte, plus c'est froid. Donc, dans les Andes, 2500 mètres d'altitude, 2000 mètres d'altitude, c'est un climat, c'est l'éternel printemps, un climat idéal de printemps agréable, ni chaud ni froid. Ça à 2000 mètres ou 2500 mètres d'altitude. Plus chaud, au-dessous de 2000 mètres, on va vers le chaud, de plus en plus chaud. Eh bien, on tenait compte dans l'assignation des toupous, on tenait compte de l'altitude. Donc, pour que chacun puisse avoir accès aux produits, aux cultures froides, les cultures de climat froid. Donc, il y a des plantes, il y a des biens, notamment les pommes de terre qui étaient à la base de la nourriture des Incas. Ça, c'est quelque chose qui est plutôt des régions froides. Il faut que tout le monde ait accès à ces produits qu'on trouve dans les paliers froids. Et puis, il faut aussi que les gens aient accès, par exemple, à du maïs. Et le maïs, c'est une plante qui demande un climat plus tempéré et plus chaud. Donc, il répartissait la surface dans différents paliers écologiques, de manière à ce que chacun puisse avoir accès à la diversité des produits socialement. Est-ce que vous avez songé à faire une conférence pour les dirigeants des SAFER, une conférence sur le toupou, les dirigeants des sociétés d'aménagement foncier et d'exploitation rurale? Ça devrait les intéresser, non? Qu'en pensez-vous? Il y aurait plein de questions. Bon, il va être l'heure parce que sinon on ne pourra pas manger, on ne pourra pas continuer nos travaux. Il y avait peut-être une question complémentaire de Marie-Claude et puis vas-y pour toi. Merci. Je ne parle pas espagnol, je parle de 2022 pour les votre livre, parce que j'ai une question. La société, cette répartition des biens, c'est une société d'agriculteurs ou de travailleurs avec un agriculteur. La société, elle a existé avant la création de l'État andin, l'Inca. Donc c'est une société, ça existait déjà dans une société sans État. La question, c'est au sujet de l'esclavage. L'esclavage en État guerrier va faire des esclaves d'une guerre, mais l'esclavage dans toutes ces sociétés anciennes est souvent un esclavage pour dette. Le risque climatique, la mauvaise récolte, je suis endetté, je n'ai pas assez liquide, ou j'ai été feignant, comme dirait notre président. Je vais voir le riche pour lui demander, docteur, qu'est-ce que tu veux bien me donner de quoi manger pour subsister jusqu'à la saison nouvelle, et en échange, je veux bien être ton esclave. Est-ce que ça existait déjà ou pas? Parce que je sais, je ne suis pas anthropologue, mais dans on a parlé de Mésoamérique tout à l'heure, et dans les sociétés de la côte nord-ouest des États-Unis, ils ne sont que des chasseurs-cueilleurs un peu nomades qui stockent notamment du saumon fumé. Il y avait un bon tiers de la population dans certaines tribus qui étaient des esclaves pour dette. Y avait-il des esclaves pour dette, ou est-ce que le toupou avait un moyen de répartition de corriger ça et d'éviter ça? Oui. Bon, d'abord un mot sur les stocks, puisque ça me permet de dire quelque chose que je n'ai pas mentionné. J'ai mentionné la terre communale, le topo, tout ça. Mais un autre aspect qui a beaucoup frappé les esprits en Europe, déjà depuis le XVIIe siècle,
c'est l'existence de stocks, donc de grands dépôts. Il y avait des dépôts de greniers où l'on stockait des produits fondamentaux pour la vie. Et en période par exemple, en période de guerre ou si les récoltes sont mauvaises, on faisait appel à ces stocks pour redistribuer à chacun le nécessaire pour vivre. Donc il y a un système de sécurité sociale, si vous voulez, entre guillemets, qui permettait à chacun de vivre même dans des moments où la vie devenait difficile. Alors, prison pour dette ou esclavage pour dette, je dirais, il y aurait deux choses. La première, mais non. Non, parce que dès le départ, il n'y a pas de dette. Pour qu'il y ait esclavage pour dette, il faut qu'il y ait des dettes. Et les dettes, par exemple, telles qu'on connaît en Europe, en France, en Angleterre ou ailleurs, le système de la prison pour dette qui existait en Europe. Ce système se produit dans le cadre d'une organisation de la propriété fondamentalement capitaliste, où les gens s'endettent, où les gens ne peuvent pas payer leurs dettes, et donc on les met en prison parce qu'ils n'ont pas pu payer leurs dettes. Combien d'ouvriers, par exemple, de paysans pauvres au XIXe siècle ont atterri en prison parce qu'ils étaient endettés, ils ne pouvaient pas payer leurs dettes. Donc il y a quelqu'un qui leur apporte, qui dispose du capital, qui dispose d'un bien, qui leur prête de l'argent avec des intérêts. Bon, cette pratique-là, ça n'existe pas. Donc chez les Incas, il n'y a pas de propriété privée. Il n'y a pas d'échange marchand. La marchandise n'existe pas. Le capital n'existe pas. Il n'y a pas de capital. Entre les particuliers, il n'y a pas d'échange marchand. Il y a d'autres types d'échanges qui sont régis par les mémoires communales, des mémoires d'entraide, des mémoires de solidarité, etc. Comme l'exemple que je donnais de construire une maison pour les jeunes qui se marient. Donc, pas de prison pour dette, pas d'esclavage pour dette, parce qu'il n'y avait pas de possibilité d'être en dette. D'ailleurs, dette envers l'État non plus, parce que le système des impôts n'était pas, à la différence de ce qui se pratiquait en Europe à l'époque, enfin, au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, avant la Révolution, chez les Incas, ce n'était pas un impôt en argent. C'était ni non plus en espèces. Donc le paysan n'avait pas à rapporter une partie de sa récolte au souverain ou à l'État. Les impôts se payent avec le travail, avec un tribut qui se fait par la force du travail. Donc tout le monde, tous les membres de cette société sont tenus de travailler une certaine partie de l'année, donc ce n'est pas tout le temps, ce n'est pas systématique, travailler une partie de l'année. Il y a un système de roulement aussi au sein de la communauté qui fait que ce n'est pas toujours les mêmes qui vont travailler dans des ouvrages publics, pour le bien public. Donc ça s'enchaîne avec la conférence précédente sur les biens communs. Par exemple, construire des routes, des ponts, ou des bâtiments publics, des choses comme ça, ou des lieux pour le culte, pour les fêtes religieuses, etc. Donc ça se fait, c'est la manière de rendre tribut. Donc il n'y avait pas de dette, l'idée de la dette n'existe pas. Et puis l'esclavage, ce qui est, c'est que le concept d'esclavage, il y avait du travail contraint, il n'y avait pas d'esclavage au sens habituel du terme. Et au sens habituel du terme, l'esclavage, par exemple celui qui se pratiquait en Amérique avec l'arrivée des Européens, les Européens emmènent en Amérique, comme vous savez, des Africains, des Noirs africains. Et ils les vendent comme esclaves, ils deviennent des esclaves,
et ils les vendent dans les marchés. Et il y a des ports, la Havane, Carthagène ou d'autres ports, où les navires négriers arrivent, et sur le port, il y a comme un marché aux bestiaux, donc il y a des emplacements pour présenter la marchandise qui vient d'arriver et pour la vendre à celui qui donne le plus. Et celui qui achète l'esclave achète une chose. Dans les textes de l'époque, on trouve cette idée. Juridiquement, c'est une chose qui lui appartient. Donc, c'est comme chez Aristote, hein, comme quand Aristote parle de l'esclavage, c'est une chose. Une chose. Comme acheter un meuble ou un animal, c'est la même chose. Hein, c'est aucune... alors, cette personne qui achète cette chose, peut ensuite, s'il le veut, la vendre, la revendre, comme on vend une chose, on revend une chose. Donc ça, c'est l'esclavage au sens classique du terme. Donc ça suppose la considération de l'esclave comme une chose et surtout comme une marchandise. Une chose qui est marchandise. Une chose qui a une valeur non seulement d'usage, mais une valeur marchande. Une chose que l'on vend, qu'on achète et que l'on vend. Et selon les contextes, il vaut mieux parfois vendre, quand il manque l'esclavage, il vaut mieux vendre cher pour ensuite, quand les prix vont redescendre, en acheter d'autres bon marché. Donc tout ça, c'est des pratiques habituelles de la période coloniale. Chez les Incas, ça n'existait pas. Il y avait du travail contraint, oui, mais pas des esclaves. Le travail contraint, c'était les mitimaes. Alors, les mitimaes, c'était des gens, souvent des gens qu'on déplaçait. Par exemple, les Incas occupaient une région, annexaient une région à leur empire. Partout, ils respectaient les mœurs, les systèmes de haïou et de communautés, etc. Mais en même temps, ils introduisaient quelques mesures visant à les favoriser, bien sûr. Alors, les Incas, dans beaucoup de régions, prenaient une partie des gens de la région, hommes ou femmes, ou des familles entières, et les déplaçaient, les envoyaient dans une autre région, pour des raisons essentiellement politiques. C'est pour garder un contrôle plus efficace sur les régions nouvellement annexées au Tawantinsuyu. Alors, ces gens, donc ces mitimaes, étaient envoyés dans des provinces, parfois lointaines, et dans cette province, ils recevaient de la terre pour travailler et ils vivaient, disons, comme ils vivaient avant, mais dans une autre région. Donc, ils avaient leur terre, ils avaient leur terre communale aussi, mais l'organisation du travail était la même. Mais ils étaient déplacés et ils ne pouvaient pas partir. Bon, c'est donc de la main-d'œuvre contrainte, mais non pas esclave, au sens habituel du terme. Bien, écoutez, je suis désolé du beurre, il me reste une petite heure pour aller manger. Je remercie beaucoup Alfredo là, pour sa contribution extrêmement intéressante et passionnante. Et on essaiera de faire en sorte de la partager à l'occasion de la sortie de son livre, peut-être de revenir justement sur une série de choses que tu nous as présentées. Oui, bien sûr.